Bonjour, nous sommes des étudiantes et des étudiants ingénieurs de l'Institut Agro-Béranger. Nous représentons les différents cursus proposés par notre école, agroalimentaire, agronomie, horticulture et paysage, afin de représenter au mieux l'ensemble de nos camarades. Certaines et certains ici présents ont préparé la conférence transformée qui devait avoir lieu le 3 mai et qui a été reportée pour des raisons de sécurité. D'autres n'y ont pas participé et nous vous rejoignons plus tardivement pour préparer cet échange spécifiquement. Donc, le cycle de conférences transformées qui a été créé en 2022 a pour objectif d'intégrer les enjeux environnementaux pour agir et transformer la société. Et il donne la parole dans ce cadre à des personnalités qui sont porteuses de modèles de transformation de la société. Et donc notre rencontre a poussé à la séparation du cycle en deux axes. Donc avec d'un côté l'axe engagé dans les transitions, donc a pour objectif de faire intervenir des personnes qui sont porteuses de modèles de transition, et un second qui est intitulé les transitions en débat, donc qui nous permet en fait de questionner directement ces mêmes sujets avec des acteurs dont les décisions ont un impact majeur sur la société. Et donc c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette 10e rencontre du cycle. Avant de commencer, nous voulons mettre sur la table les raisons motivant notre présence à cette réunion, ainsi que nos objectifs et nos réticences, en tenant compte à la fois de la diversité de nos opinions ici présentes, mais également en étant le porte-voix le plus représentatif possible de notre école. Nous vous inviterons ensuite, évidemment, à faire de même. Certains et certaines ont eu des réticences face à votre venue pour la conférence initialement prévue, ou même des réticences à venir aujourd'hui. Les peurs étaient le plus souvent que notre venue en tant qu'étudiants et étudiantes et futurs ingénieurs, plutôt orientés sciences du vivant, puisse être interprétée comme une caution pour vos politiques, qu'elles soient actuelles ou passées. Plus pour nos spectateurs et spectatrices en rediffusion que pour vous-mêmes. Nous tenons donc à signifier que cette rencontre n'est en aucun cas une validation de notre part. Ceci étant dit, nous sommes ici car nous souhaiterions discuter avec vous de votre politique locale en tant que maire du Havre et de président de Le Havre Seine Métropole. Notre objectif est de vous faire part du point de vue de jeunes étudiants et étudiantes ingénieurs représentant les ambitions de transition écologique, sociale et énergétique d'une partie grandissante de notre école, afin d'ouvrir le débat sur ces questions primordiales avec vous. Nous souhaiterions aborder 3 grands points avec vous, l'aménagement du territoire, l'agriculture et l'alimentation durable, et enfin les élus et leur formation face aux attentes sociétales. Et nous nous demandions aussi, et vous, qu'attendez-vous de cette rencontre, et avez-vous des réserves que vous souhaiteriez nous faire part? Aucune réserve. Il faut bien discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et franchement, le truc que vous dites là, c'est bien de le dire. On n'a pas besoin de le dire. En général, je ne cherche pas à discuter avec des gens qui sont parfaitement d'accord avec moi, surtout. Parce que j'en fais beaucoup. Et ensuite, ça n'a aucun intérêt. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ce que je peux faire, d'autres qui sont pas d'accord avec ce que je fais, c'est la vie. Au contraire, ça me réjouit. Je dis bien que c'est pas validation complète de tous les choix que j'ai pu avoir à faire. C'est pas ce que je viens chercher ici. Ce qui m'intéresse, c'est de discuter, nous entendre sur les sujets qui nous intéressent. Alors, c'est aussi ce qui nous intéresse, et je fais juste un petit point technique. On a testé le son et on n'entend pas très bien, alors pour ceux qui vont nous écouter extemporanément, il faut un peu hausser la voix. Ça, j'ai une difficulté parce que vendredi soir, le HAC est passé en première ligue. Et moi, ma voix a pas mal de tout faire ce soir-là. On va essayer de la récupérer, mais non. Je vais en profiter du coup pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, je vais poser une question un peu libre en dehors pour l'instant du débat avec les 3 parties présentées par Maud. Donc, en fait, je vais revenir sur la méfiance d'une part des étudiants et étudiantes de l'Institut Agro, qui a pu être exprimée notamment par la rédaction d'une lettre ouverte, intitulée donc explicitement opposition à la venue d'Edouard Philippe. Non, mais si ça vous dérange que je sois là, moi j'y vais. Non, mais justement, alors c'est pour vous poser la question. Sur le sujet. Non, c'est juste pour vous poser la question. En fait, cette lettre met en exergue des prises de position sur des questions environnementales et écologiques. Donc, par exemple, lorsque
vous étiez en désaccord avec la loi 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte, Oui. ou encore, et je suis intéressée. Et ou encore, par exemple, votre soutien vis-à-vis du maintien de la centrale à charbon au Havre qui a permis de rallonger cette durée de 13 ans. Alors non, ça c'est bon, c'est moi qui l'ai fermé, la centrale à charbon. D'accord. Il y avait d'accord. Ouais. Et donc, en fait, la question, c'est comment défendre un tel modèle, du coup, face à des étudiants et étudiantes autonomes qui sont du coup, sensibilisés à ces questions de transition et qui, donc, du coup, peuvent être interpellés par des choix qui ne peuvent pas être compris de prime abord. Ouais, d'abord, vous avez parfaitement le droit de pas être d'accord avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que je dis, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que vous pensez. Ça ne fait pas de vous des gens qui penseraient mal, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et c'est pas forcément parce que je suis pas d'accord avec vous que je suis en vieux con et que j'ai pas compris les sujets. On peut avoir des avis différents, y compris même quand on a des préoccupations que ça, c'est pas problème. La deuxième chose, puisque vous m'interrogez sur cette décision des missions auxquelles j'ai participé, j'étais contre la loi de 2015 pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait à l'intérieur de cette loi l'idée que une façon d'atteindre l'objectif que je partage assez volontiers de transition écologique, c'était de ramener à 50% la part du nucléaire à l'horizon 2025. En 2015 et 2025. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je peux concevoir qu'on dise on va ramener la part du nucléaire à 50%. Je suis assez d'accord. Je peux concevoir qu'on se fixe un objectif. Mais dire dans la loi, c'est 2025, quand on est en 2015, ça n'a aucun sens. Pour une raison simple, c'est que c'est infaisable. Totalement infaisable. Et d'ailleurs, ça n'a pas été fait. Et ça n'est pas faisable. On ne peut pas, en disant que c'est de 80% de production d'électricité par le nucléaire à 50%. C'est pas possible. C'est pas une question de volonté, c'est une question de rythme auquel on est capable de faire. Et le fait est, pardon, je vous dis très simplement, que personne, au moment où cette loi est discutée et votée, ne pense que c'est possible. Donc voilà, quand on sait possible, je ne le fais pas. Ensuite, vous m'interrogez sur la centrale à charbon du Havre. Je la connais bien. C'est mon grand-père qui l'a construit. Le premier ingénieur, c'était le premier directeur de la centrale. Il est venu au Havre pour la construire. Mon grand-père m'a permis. J'ai grandi avec cette centrale. C'est une des 4 dernières centrales thermiques qui fonctionnaient en France. 2 EDF, Cormeray, le Cordemais et Le Havre, et 2 qui avaient été vendus, une à Saint-Avold, dans l'Est, et une dans le Sud, aussi longtemps que la question, c'était une question de principe de savoir s'il fallait fermer cette centrale quand j'étais maire du Havre, j'ai dit, écoutez, démontrez-moi que c'est indispensable de le faire, démontrez-moi qu'on peut le faire dans de bonnes conditions, pour les gens qui y travaillent, aux gens, mais tant que vous ne m'aurez pas démontré ça, que ce sera juste une question de principe. Il y a des investissements considérables qui ont été faits dans cette centrale 3 ou 4 années avant. Je vois pourquoi ces investissements considérables qui permettent de passer des périodes de pointe, pas qu'elle ne servait qu'à ça, la centrale de passer les périodes de pointe. Pourquoi on s'en prive? Et donc, j'étais opposé à la 2017, le président de la République il prend l'engagement de sortir du charbon. Qui c'est qui a fermé la centrale du Havre? Je pose la question. C'est moi, le Premier ministre. J'ai dit qu'on ferme la centrale du Havre. Et vous savez qui s'est opposé à la fermeture de la centrale qui est en Bretagne? C'est les membres les plus écologistes de mon gouvernement et de la majorité. Parce que quand même, elle est en Bretagne et elle est pas. Voilà. Donc, moi, j'ai fermé la centrale du Havre. J'ai pris la décision de la fermer. Et elle est fermée, elle ne fonctionne plus. C'était pour avoir aussi une explication sur justement cette suite sur un premier temps, oui, vraiment une défense. Voilà. Merci. Merci. Donc, on va pouvoir enchaîner sur la première partie qui est l'aménagement du territoire, du Havre et de la Bretagne métropole. Donc, surnommé par certains Stalingrad-sur-Mer, la ville du Havre a l'image bien ancrée d'une ville industrielle, bétonnée et polluée aux 51 degrés. Le port est le cœur économique de la ville, notamment via le transport de marchandises par les conteneurs et le tourisme de croisière. Plusieurs projets de développement du port soulèvent des interrogations quant à leur durabilité. La construction d'un terminal méthanier, d'un nouveau terminal de croisière, qui a encore du digue pour favoriser le transport des conteneurs par voie fluviale.
L'opposition est assez forte face à ces projets. Le terminal méthanier recevrait du gaz de schiste, notamment des États-Unis, alors même que cette pratique d'extraction est, il me semble, interdite en France. Et le projet de digue constituerait une modification du milieu et ne servirait qu'à remplir la fonction d'une plateforme multimodale déjà mise en place en 2015. Je peux juste dire, rien ne va dans votre question. Rien ne va. Donc, plus exactement, c'est assez intéressant. La présentation du Havre que vous faites, c'est la présentation la plus caricaturale que faisait la droite lorsque c'était les communistes qui dirigeaient le Havre en 1975-1980. C'est-à-dire que vous êtes en train de reprendre l'image du Havre, Varsovie-sur-Mer, Stalingrad-sur-Mer, ville industrielle et portuaire, complètement grise, tout ça. Et pardon, mais ça correspond en rien. La réalité, c'était déjà une caricature développée par des gens, vous n'avez pas beaucoup, il y a 50 ans. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est marrant. Vous y êtes allé voir. Bon. Vous avez vu une ville industrielle et grise? Industrielle, oui. Portuaire, oui. Une ville qui fait 1,5 million de touristes par an. Je m'étonnerais que ce soit complètement comme ça qu'on puisse la décrire. Non, en tout cas, ce qui est amusant, c'est que vous reprenez les mots et la description de la pire caricature qu'on faisait de cette ville quand c'était la droite qui était dans l'opposition et qu'elle critiquait les communistes. Quant au projet que vous évoquez, enfin, pardon, parce que j'ai compris qu'il y avait une suite de la question. Je suis désolé de vous avoir attendu. Quant au projet que vous évoquez, il y aurait beaucoup à dire. Énormément même à dire. Parce que vous en prenez quelques-uns, probablement ceux qui vous interrogent ou vous choquent le plus, et vous ne dites rien des autres. Vous ne dites rien des autres. Bon, il y a des projets industriels qui me paraissent au moins aussi significatifs, peut-être même plus importants que ceux que vous évoquez. Donc, on peut parler de ceux qui posent des questions, mais dans ce cas-là, ça me pose des questions envers la transition énergétique. Regardons la totalité de ce qui se fait au Havre sur la transition énergétique. Et vous verrez que vous pouvez être surpris. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je ne ferai ça qu'après avoir répondu à la totalité de la question, après avoir entendu la totalité de la question. Mais comme la question va sortir un petit peu, parce qu'on va projeter la question qui s'appelle ici, peut-être qu'on peut, si vous avez des choses à réagir directement, je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. Oui, je pense. Vous avez évoqué 3 sujets qui sont assez distincts. Le sujet du terminal méthanier, le sujet du calme de la croisière et le sujet de la nouvelle digue. Les 3 points communs de ces projets, le seul point commun, pardon, de ces 3 projets, c'est qu'ils sont tous les 3 porteurs. Et alors, je vous confirme, le Havre est un port. Et la vocation à le rester. La vocation du port du Havre, c'est d'être un grand port, c'est-à-dire une zone où on fait venir soit des gens, soit des marchandises. Ça a été construit pour ça, c'est l'identité de la ville. Je comprends parfaitement que l'idée de flux de marchandises ou de personnes puisse choquer, mais un port, c'est fait pour échanger pour faire passer des flux de marchandises et des flux de personnes. Premier point. Il n'est même pas inutile de l'avoir. Deuxième point. Sur le terminal méthanier. Il se trouve que la situation énergétique du pays a conduit les responsables nationaux à dire que pour passer, pas seulement cet hiver, parce qu'on savait que ça ne fonctionnerait pas cet hiver, mais les 2 ou 3 hivers qui suivent, il n'était pas inutile d'augmenter la capacité d'importation et de stockage du gaz, indépendamment des tuyaux qui arrivent de la Russie. On peut penser que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. On peut penser que c'est une bonne idée parce que c'est vrai qu'un shortage en matière de gaz pour produire soit l'électricité, soit pour utiliser le gaz dans l'industrie, ça a des conséquences considérables en termes d'approvisionnement électrique, en termes d'inflation. Bon, ok. On peut considérer que c'est une mauvaise idée parce que c'est du gaz qu'on apporte comme ça. Et bon, en fait, c'est du gaz à la place du gaz qu'on apporte. Donc, c'est le gaz. Si vous voulez apporter du gaz et qu'il passe pas par des tuyaux, ça veut dire qu'il va passer par des bateaux. Là, c'est assez mécanique. S'il passe par des bateaux, ça veut dire qu'il va passer par des ports. Et il y a 2 grands ports en France qui vont faire ce genre de choses. Marseille et Le Mans. Si vous voulez faire en sorte d'équilibrer sur le territoire national la sécurité de l'approvisionnement, il n'est pas inutile d'avoir une entrée par le sud et une entrée par l'ouest. Et quand vous êtes au gouvernement, vous devez penser à ça.
parce qu'il y a une guerre en Ukraine, parce que c'est une question de sécurité nationale, donc vous devez faire en sorte qu'il y ait une arrivée par le sud et une arrivée par l'ouest. Voilà. Si vous voulez avoir une arrivée par l'ouest, elle arrive par le bas. Parce que c'est le plus grand port, et de très loin, sur la totalité de la façade entre Dunkerque et Brest. Donc c'est ici qu'il s'installe. Ça tombe bien qu'il s'installe ici. Ça tombe bien, pas tellement pour l'intérêt du maire du Havre, ça tombe bien parce que c'est un port industriel qui a l'habitude de faire ça. Qui a l'habitude de faire ça, qui a l'habitude de gérer des matières qui peuvent être dangereuses, de les stocker, de les manipuler, et donc qui a l'habitude de gérer ces questions. Donc, quitte à faire ça, autant le faire dans un terminal, autant le faire dans un endroit où on sait faire, où il y a les compétences, où c'est plutôt une bonne idée de le faire. Et c'est le gouvernement et l'entreprise qui se sont dit, c'est plutôt là qu'on va le faire. On l'a mis le plus loin possible des habitations. On va le faire, si possible, évidemment en respectant toutes les règles qui s'appliquent, et si possible, en le déportant au maximum des endroits plus risqués. Et voilà. Et après, vous dites, il pourra faire venir du gaz qui arrive d'Amérique du Nord. Il y a probablement une partie du gaz qui arrive d'Amérique du Nord et qui sera peut-être, en effet, probablement composé de gaz dit de schiste. Mais il y aura aussi probablement une bonne partie de ce gaz qui arrivera de Norvège et qui sera du gaz conventionnel, comme on dit. Le gaz qui arrive d'Algérie arrivant plus probablement par Marseille pour des raisons assez évidentes. Voilà. Est-ce que c'est mauvais? Vous avez tout à fait le droit de dire que c'est mal le gaz. Et quand vous êtes au gouvernement, il n'est plus moderne. Quand vous êtes au gouvernement et que votre objectif, c'est juste de faire en sorte qu'il y ait une sécurité d'approvisionnement énergétique, passer l'hiver, pas simplement en France, mais sur la plaque continentale, parce que la plaque continentale électrique, elle dépend aussi des autres pays. Faire en sorte de garantir la sécurité d'approvisionnement est un objectif, c'est pas un objectif contestable. Le faire dans les normes est absolument indispensable, c'est pas un objectif contestable. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, je continue. La digue. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux, c'est le cœur de vos projets. Et ça va vous dire, c'est une des questions que vous allez tous avoir à régler. Moi, je serai plus là, mais vous aurez la régler. C'est comment est-ce que vous mettez en balance deux priorités environnementales. Pas une priorité environnementale au regard d'une autre priorité qui n'est pas environnementale. Non, non, deux priorités environnementales. Comment est-ce que vous choisissez entre une digue qui, en effet, a un léger impact sur l'écosystème, parce que c'est une digue, donc forcément un léger impact sur l'écosystème de la Besselle, mais qui permet un report massif de la marchandise depuis la route vers le fleuve. Donc, très clairement, beaucoup moins de camions, beaucoup plus de barges. Juste pour un chiffre, 85% des containers qui arrivent ou qui partent du Havre arrivent par camion. 10% par le fleuve, 5% par le train. Les bons ports, c'est les ports où il y a 50% par camion et où on est capable de monter à 50% soit par le train, soit par ce qu'on appelle le transport massifié. Réussir à faire venir depuis Port 2000 les barges directement sans qu'elles ressortent en mer, ce que je fais aujourd'hui, pour aller directement dans le canal, c'est transférer des camions beaucoup plus polluants vers des barges qui sont beaucoup moins parce que c'est du transport massifié. C'est un enjeu, c'est évidemment un enjeu de sécurité routière, un enjeu environnemental. La question, c'est comment est-ce que vous pondérez l'intérêt immédiat de l'écosystème et l'intérêt général, totalement environnemental, d'une décarbonation du transport. C'est pas aussi simple que la question juste de la vie. Et ça m'intéressera. Vous disiez comment est-ce qu'on pondère et comment est-ce qu'on pondère la décarbonation et le respect de la biodiversité. C'est quoi le plus important? Et comment est-ce que vous le mesurez? Difficile. Vachement difficile. Mais je prétends que massifier le transport par barge, par train, c'est un enjeu environnemental. Et qu'on est en retard en la matière. Et que cet investissement-là va le permettre. Dernière chose, le transport de croisière. Alors, je suis désolée, sur ce développement, on a une question spécifique. Justement, je vous propose d'avancer sur la question vidéo. Et il y a un lien parfait entre ce que vous venez de dire et ce que Isabelle Autissier voulait vous poser comme question. Donc, on a comme coutume dans le cycle transformé de demander aux invités précédents de poser une question pour le suivant. Ah oui. Et donc là, c'est en l'occurrence Isabelle Autissier qui vous a posé une question sur justement cette question de comment concilier économie et environnement. C'est ça. Donc, du coup, on va la regarder tout de suite. C'est la vidéo qui est ici. C'est pas grave. Monsieur Philippe, bonjour. Vous êtes en responsabilité dans une région où il y a une empreinte industrielle et environnementale extrêmement forte.
Comment est-ce que vous envisagez non seulement de concilier les deux, mais surtout de faire reprendre à cette nature de fond qui nous nourrit, nous, genre de la terre et de la mer, la première place dans un endroit et dans une région donnée. Je ne sais pas si l'objectif c'est de lui faire reprendre la première place, mais elle a raison, vous avez raison. Madame Autissière, quand elle parle d'emprunt, très fort, parce que la vallée de la Seine, c'est une zone industrielle et portuaire depuis toujours. Le Havre, c'est plus récent, que 1517, c'est toujours été une vallée incroyablement industrielle et commerciale. Donc il y a une empreinte, et une empreinte très fortement marquée par la pétrochimie, que ce soit vraiment... Tout à l'heure, vous avez parlé de... C'est pour ça que je suis amusé par vos questions, parce qu'il y a un biais, je ne sais pas si vous en rendez compte. Dites, oh, vous avez fermé la centrale nucléaire. C'est vrai, c'est moi qui l'ai fermé. Vous n'avez pas voulu fermer la centrale nucléaire. C'est moi qui l'ai fermé. Et qu'est-ce qu'on a fait à la place? Pourquoi vous avez oublié d'en parler? Qu'est-ce qui s'est fait parce qu'on a fermé la centrale nucléaire? L'installation de la plus grande usine qui construit des éoliennes offshore en France. 10 ans, je suis battu pour qu'elle s'installe là. Et on a donc construit une très grande usine qui construit aujourd'hui des éoliennes offshore. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de transition industrielle, mon modèle, c'est quoi? C'est réussir à faire en sorte qu'on passe une empreinte effectivement très forte de la pétrochimie. On construit des voitures à centre-ville, et puis voilà, on construit des moteurs, pas des moteurs, mais des nacelles d'avion. On construit de la pétrochimie, on fabrique des produits à partir du pétrole et de la chimie du pétrole. Très bien. Comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de favoriser des industries nouvelles qui sont plutôt tournées vers la décarbonation. Voilà, ben c'est exactement ce qu'on a fait. Et donc, parce qu'on est pas pauvre, on a développé cette industrie de l'éolienne offshore. Parce qu'on est pas pauvre et qu'on n'a pas envie de renoncer à être un pauvre, qu'on a envie de conserver des flux de marchandises importants. Et là encore, hein, ça pose la question de savoir, peut-être parmi vous, des gens qui pensent que l'ennemi, c'est le flux. Moi, on a le flux, mais on se porte. C'est le flux qui est dangereux. Moi, je considère il faut qu'on continue à avoir des flux. En revanche, il faut qu'on fasse très très attention à organiser la plus grande décarbonation possible de ces flux. Et donc, si vous pensez que la croisière, c'est mal, et vous avez parfaitement le droit de le penser, c'est très respectable, rien de ce que je vous ferai sur la croisière sera bien. Parce que vous pensez que la croisière, c'est mal. Et que c'est dingue qu'il y ait des gens qui aillent sur des bateaux. Voilà. Et si vous pensez que la croisière, c'est pas génial tel que c'est, mais ça peut être bien, alors écoutez ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on est en train de faire un terminal croisière qui suppose le rééquipement complet de tous les quais qui existent aujourd'hui. Il y a déjà 350 000 personnes qui arrivent chaque année en paquebot. Et avec le terminal croisière et avec le rééquipement complet, on sera capable de faire en sorte que tous les bateaux se branchent sur le courant électrique lorsqu'ils sont à quai. Ils arrivent en bateau, on se met à quai, ils se branchent sur le courant électrique parce qu'on aura électrifié tous les quais. Croyez-moi, électrifier les quais d'un terminal croisière, c'est pas une petite affaire. C'est beaucoup de travaux, c'est beaucoup de puissance. Mais comme en France, l'électricité est assez largement décarbonée, c'est plutôt une bonne chose. Donc, électrification des quais et meilleur accueil des touristes et des croisiéristes. Moi, je veux bien qu'on me dise que la croisière, c'est l'ennemi. Je veux bien qu'on me dise que le tourisme de masse, c'est l'ennemi. Et je veux bien qu'on me dise que les flux, c'est l'ennemi. Mais moi, je vais pas fermer le port du Havre. J'ai pas été élu pour fermer le port du Havre. J'ai pas été élu pour dire aux gens, désolé, la pétrochimie, c'est terminé, on va pas faire de nouvelles industries. Donc, j'essaie de faire en sorte que de nouvelles industries arrivent, produisent de nouveaux types de carburants moins carbonés, de nouvelles sources d'énergie plus carbonées du tout, utiliser l'électricité, que ce soit pour les transports de marchandises ou pour les transports de passagers. Et en faisant ça, il me semble que je vais dans le bon sens. Peut-être pas assez vite, peut-être pas assez loin, tout le monde a le droit d'avoir son avis, mais que je vais plutôt dans le bon sens. Et si vous rajoutez à ça ce dont nous n'avons pas parlé, et qui me paraît aussi intéressant, l'utilisation, par exemple, de la chaleur fatale de la zone industrielle pour le chauffage urbain partout au Havre, vous avez un projet que nous développons à Havre, qui n'est développé nulle part ailleurs en France, et dont je suis incroyablement fier, et dont j'observe, avec parfois un peu de gacement, c'est vrai, qui teinte un tout petit peu notre voix, qui n'est jamais mis en avant. Vous avez une zone industrielle, elle produit de la chaleur, on la récupère, on la met dans des tuyaux, on l'utilise pour le chauffage urbain, et c'est extraordinaire, c'est moins cher, c'est littéralement de l'économie circulaire, parce que c'était de la chaleur fatale, pour une utilisation. Et voilà ce qu'on fait. C'est des investissements considérables, et on le fait avec les industriels et avec les collectivités. Je trouve ça plutôt bien. Quand je fais l'électrification des transports, je trouve ça plutôt bien.
Justement, juste une question en direct par rapport à l'électrification des quais. Donc, je faisais partie du groupe d'analyse territoriale qui est allé au Japon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler plus ou moins. Et on a rencontré un des responsables environnement de Haro Papeete qui nous a dit que justement, en termes de puissance, c'était compliqué d'alimenter tous les bateaux qui sont à quai en électrique. Et du coup, je me demandais comment on répondait à ça. Eh ben, on fait des investissements considérables en augmentant assez largement et la puissance de production et les systèmes de distribution. Et augmenter la puissance de production, ça veut dire que, de toute évidence, si on veut électrifier l'industrie, électrifier la totalité de la consommation énergétique française, typiquement, si vous substituez de l'électricité à du fuel sur une journée d'escale, avec 140, 145 journées d'escale, vous avez besoin de plus de production. Donc ça veut dire plus de production renouvelable, plus de production nucléaire, plus de matériel pour distribuer de l'électricité sur les quais. Mais c'était très exactement ce qu'on est en train de faire. Ça passe par l'électrification des quais, ça passe à 15 km par la construction de transformateurs. C'est énorme. Il y a des transformateurs qui sont demandés, c'est des trucs, mais je ne reviens pas. C'est cher, c'est gros, etc. Mais si vous voulez demain, par exemple, produire de l'hydrogène, je ne sais pas si c'est la solution. Pour l'instant, économiquement, c'est clairement pas la solution. Et si vous voulez produire de l'hydrogène qui ne soit pas de l'hydrogène carboné, vous allez avoir besoin de beaucoup d'électricité. Donc, on voit bien que ça va demander de la production électrique. Mais on est en train de s'organiser et on est en train de faire en sorte que dans 2 ans pour les paquebots de croisière et probablement dans 3 ou 4 pour les porte-conteneurs, il n'y ait plus aucune escale avec fumée bord du lac. Franchement, on m'aurait dit il y a 10 ans qu'on ferait ça, je suis pas sûr que j'aurais cru que ce serait possible. Mais c'est beaucoup d'investissement. C'est pas comme c'est pas une prise, c'est pas une clé USB, hein, non, mais c'est énorme comme investissement. Énorme. Ouais. Et justement, pour revenir là-dessus, pourquoi, est-ce qu'on peut pas envisager, justement, que ça nécessite des investissements, une envergure assez importante, est-ce qu'on pourrait pas envisager, justement, au contraire, plutôt que de maintenir une forte activité de croisière comme ça, et du coup, de devoir faire de nouveaux investissements pour l'électrifier, etc. Interdire la croisière et utiliser la... Non, évidemment non. Pourquoi évidemment non? Vous seriez cohérent. Moi, j'en veux pas de la solution. Je la comprends. Ce que je veux dire, c'est mettre en avant plus de sobriété, entre guillemets, en termes de croisière, c'est-à-dire juste limiter la croisière, limiter ce qui peut être un vecteur de croisière. C'est-à-dire, par exemple, la publicité, enfin, toutes les publicités, j'imagine, autour de ce qui se passe au des croisières. Enfin, je ne sais pas, mais est-ce que... Allez, au bout de votre idée, le sujet, c'est pas simplement de limiter la publicité. Non, moi, je sais pas, je suis pas politicien, donc je vous demande, mais s'il y a vous êtes citoyen, des choses qui peuvent être... jusqu'où vous voulez aller dans le... Ce que je veux dire, c'est que ça me semble, en tout cas, ça me semble être une logique plutôt, certes de transition, mais justement conservation des activités de croisière au final telles quelles, sans quand vous changez la motorisation des bateaux, quand vous changez l'organisation des escales, vous supprimez en effet pas la croisière, mais vous la rendez plus conforme aux exigences du moment. Et je pense que c'est bien de le faire. Encore une fois, après, si derrière vous pensez que tout ça, c'est au fond, c'est une activité qui n'a plus sa place dans le monde nouveau, ça pose une question beaucoup plus générale, qui n'a rien à voir avec le Havre, qui est une vraie question de société, qui est une vraie question politique. C'est comment est-ce qu'on fait pour répondre à la collectivement et politiquement, y compris dans une société démocratique, à cette nécessité de transition rapide parce qu'il y a urgence. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai une théorie là-dessus. Je vais vous répondre avec ma théorie là-dessus. Le bon modèle, c'est un modèle qui arrive à se passer à l'équilibre entre 3 considérations auxquelles je suis également attaché, qui me semblent devoir être également prises en compte, que sont la liberté individuelle, la prospérité collective et l'impact sur les ressources. Pour moi, la bonne société demain, la bonne société efficace du point de vue de la transition écologique, ce sera la transition qui arrivera à garantir, qui arrivera à garantir le point d'équilibre
entre la liberté individuelle, à laquelle j'ai pas envie de renoncer, la prospérité collective, pour laquelle on n'a pas intérêt à renoncer, et l'impact sur les ressources, qu'on ne peut pas négliger. Si vous voyez une société qui privilégie une seule de ces trois priorités, ou même deux seulement de ces priorités, à mon avis, elle a tout faux. Une société qui dirait liberté individuelle, prospérité collective, c'est la société dans laquelle on a longtemps vécu. Une société qui dirait liberté individuelle et impact sur les ressources serait totalement inégalitaire. Une société qui dirait prospérité collective et impact sur les ressources viendrait casser la liberté individuelle ou la négliger, serait profondément insupportable. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre ça et ça. Le bon équilibre entre les trois. C'est pas exactement facile. Et pour ça, vous avez des instruments avec des qui s'inscrivent sur des gradients. C'est pas absolu. Vous avez ceux qui disent, pour garantir ce point d'équilibre, il faut utiliser la norme, l'interdiction. C'est pas ce que vous avez dit, mais on en parle. Quand vous avez dans le débat public des gens qui disent, il n'y a qu'à interdire le transport aérien. Alors d'abord le limiter, puis ensuite l'interdire. Ils disent, c'est la norme qui va permettre. Et puis ceux qui disent, attention, avec la norme, vous allez être très très directif, vous allez rater un certain nombre de choses, et il faut aussi laisser le marché, l'initiative économique, trouver un certain nombre de solutions. Si vous n'aimez pas l'économie de marché, si vous pensez qu'elle est nécessairement injuste ou inefficace, vous êtes sans doute très contre l'idée qu'il faut faire attention à trouver des instruments sur la totalité du range. Bon, et ben voilà, on va devoir se poser les questions de quel degré d'intervention de la norme et quel meilleur fonctionnement du marché pour atteindre le point d'équilibre entre ces trois priorités. Alors je le dis de façon très théorique, mais vous voyez bien que tous les sujets ensuite peuvent être intégrés là-dedans. Et moi, je ne supporte pas les gens qui nient la nécessité de prendre en compte l'impact sur les ressources et la transition. Je les supporte pas. Et je ne supporte pas non plus les gens qui pensent que on peut se passer de la liberté individuelle et de la prospérité collective. Parce que je pense qu'ils ne mesurent pas ce que ça veut dire dans une société politique et dans un ensemble démocratique. Alors du coup, on va avancer sur une autre thématique, parce qu'on a déjà pas mal abordé les trois points sur lesquels vous êtes revenus, du terminal métallique, projet de digue et la question des croisières. Donc, je vous propose d'aborder une autre thématique toujours en lien avec l'aménagement du territoire et surtout sur des exemples à vrai. Donc, c'était Nino. Nino, du coup, c'est très bon. Ouais, c'est la question sur Dolmar. C'est ça. Justement, par exemple, le projet de nettoyage de la décharge, ouais, j'imagine au courant. Donc, depuis les années 50, il y a environ 150 000 mètres cubes de déchets qui auraient déjà été engloutis par la mer, c'est ce qu'on recense. Et ce qui représente les déchets, ils n'ont pas été engloutis par la mer. Ils ont été balancés en bas de la falaise. Oui, ils ne sont pas engloutis par la mer, effectivement. Non, mais ils sont là. Malheureusement. Sous l'eau, quoi. Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout sous l'eau. Vous avez été voir? Moi, personnellement. Mais venez un jour. C'est super, d'ailleurs. Non, vous êtes en haut d'une falaise. Non, mais attendez. Mais c'est absolument. Je me fais pas de vous. Quand je dis venez voir, c'est vachement intéressant. J'ai un avantage, c'est chez moi, je connais mieux tout, c'est normal. Mais c'est vachement intéressant d'aller voir. Cette falaise, elle est à la lisière du Havre. Et elle donne sur la mer. Entre 1950, grosso modo, 1947, et 1997, elle a été utilisée comme exutoire matériel. Je vais vous dire, c'est dingue. Entre 1947 et 1960, il n'y a plus rien au Havre. La ville, elle a été rasée par la Seconde Guerre mondiale. Donc, on l'a reconstruit. Il y a des gravats partout. La priorité, c'est de reconstruire une ville, parce que les gens, ils vivent dans des caves. Ils vivent dans des caves, littéralement. Ou dans des huttes, dans la forêt. Parce qu'il n'y a plus rien en ville. Mais le port continue à fonctionner, parce qu'il faut qu'il fonctionne. Parce que c'est par le port qu'arrive un certain nombre de choses pour le pays. Donc, on reconstruit la ville. Il y a plein de gravats, on construit dans tous les sens. Et l'habitude est prise, c'est pas mauvaise habitude, l'habitude est prise d'emmener, mais il y a des pentes qui sont organisées. On arrive en haut de la falaise et on balance le béton, le bois, les briques, pour l'essentiel des matériaux de construction à l'époque, par-dessus la falaise. À la fin des années 70 et 80, il y aura aussi pas beaucoup d'ordures ménagères, parce que c'est pas vraiment des ordures ménagères, mais du gravat individuel et quelques matériaux, notamment du plastique. Et tout ça est balancé. Simplement, ça tombe en bas. Et bien fascinant, parce que la nature est quand même fascinante.
ça part pas immédiatement à la mer. Ça s'accumule tellement il y en a. Et d'une certaine façon, là c'est bizarre, ça protège la falaise. C'est-à-dire que l'érosion du trait de côte très nette dans le pays de Caux est interrompue à cet endroit-là parce qu'il y a un bloc de défense et la nature reprend ses droits. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème qui se crée sur ce bloc de gravats parce qu'il y a des plantes qui arrivent, il y a des oiseaux qui nichent. Ben, en fait, je m'attendais un petit peu parce que c'était la suite de la question. Non, mais attends. Moyennant quoi, aujourd'hui, il faut qu'on nettoie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer. C'est la question. On va nettoyer. Vous l'avez trouvé vous-même, c'est parfait. Mais on va nettoyer. Et je suis enchanté qu'on y arrive. Ça coûte un pognon considérable. C'est techniquement vachement compliqué parce que se sont posées des questions de savoir si on triait en bas ou on triait en haut, si on enfouissait. Et maintenant, on voit à peu près comment on va pouvoir faire. Ça va coûter beaucoup d'argent. On va traiter probablement les 2 tiers de la matière en laissant 1 tiers sur place, parce que le tiers qu'on va laisser sur place ne risque pas d'être pris par l'eau du tout, parce qu'il est sur une espèce de remblai. Et on va traiter les 2 tiers, trier, laisser ce qu'on peut laisser et enlever toutes les matières qu'il faut enlever. Et on va arriver peut-être on a commencé le chantier en 2021 par des essais. On va vraiment commencer les opérations probablement en 23-24. Et je pense que d'ici, je m'étais dit qu'on aurait terminé en 26, peut-être que ce sera en 27-28. Non, mais franchement, on aura réussi à apporter une solution extrêmement satisfaisante à un problème accumulé entre 1950 et 1997. Et je trouve qu'on devrait plutôt s'en réjouir. Alors justement, la question ici abordée, le fait que la nature a repris ses droits, vous l'avez dit, et que maintenant ça constitue comme une espèce de refuge de biodiversité, comme ça, je ne peux pas dire. Et alors donc c'était savoir comment on peut réparer tout ça sans causer de nouvelles. Je ne sais pas. Et donc j'ai posé la question aux gens qui savent. Et au début, je me disais qu'ils vont me dire, il faut évidemment tout enlever. Et puis ensuite, j'ai constaté qu'il y avait un paquet de gens qui me disaient, mais attendez, il faut peut-être pas tout enlever, parce qu'en effet, il y a un écosystème, parce que d'une certaine façon, ça protège la falaise, et aussi, et ça c'est intéressant, parce qu'on savait pas très bien ce qu'il y avait dans l'amoncellement de déchets. Et c'est pour ça qu'on a fait des chantiers de tests, c'est pour ça qu'on a fait des prélèvements, c'est pour ça qu'on a regardé, et on s'est rendu compte, et c'était plutôt une bonne surprise, que l'immense majorité de ce qui était accumulé, j'ose dire, à cet endroit, était minérale. Et que c'était effectivement du gravat, pas génial, mais pas grave. Et que la partie plastique était extrêmement limitée. Et la partie bois, qui avait été enduit ou traitée, était elle aussi assez limitée. Beaucoup de ferraille, et beaucoup de bois. Donc, on va trier. Ce qu'on va pouvoir laisser, on va le laisser. Et puis, il y a un petit tiers qu'on va pas toucher, parce qu'il n'est pas gênant, parce que la nature s'est remise au-dessus, parce que finalement, c'est devenu une partie de la falaise. Je trouve que c'est assez sage, quand même. C'est pas moi qui ai décidé ça, hein. On a fait ça avec le conservatoire du littoral, tous les gens qui connaissent, là. Moi, je suis pas un expert. Mais c'est plutôt réjouissant. Non, parce que je suis assez heureux de pouvoir dire que dans quelques années, on aura réglé le problème. Ça fait plaisir. Alors du coup, je vous propose d'avancer sur la seconde partie de notre débat de nos échanges, qui s'intitule donc Agriculture et alimentation durable. Donc en fait, nous allons aborder les questions principalement de durabilité des systèmes agricoles et alimentaires et de résilience alimentaire au sein des territoires, parce que c'est des questions que vous pouvez traiter avec vos fonctions. Ces grandes questions, en fait, elles sont vraiment au cœur de nos formations d'ingénieurs agronomes et agroalimentaires en particulier. Et donc, elles devraient se placer naturellement en tête des enjeux territoriaux. Parce que produire à manger et manger, c'est quand même une activité vitale. Mais vous savez, quand vous êtes mère, c'est vachement important. Mais l'école aussi, c'est vachement important. Il y a beaucoup de... On peut aussi dire la santé, on peut aussi dire tout. Mais s'alimenter, c'est quand même important. Donc, en sachant que en France, les systèmes alimentaires représentent 24% de nos émissions de gaz à effet de serre, dont de toute façon 6% attribués aux productions agricoles et 19% au transport industriel et des ménages. Il semble impératif de repenser les systèmes de production et de distribution des denrées alimentaires. Et donc, la question est la suivante. Sur votre territoire, quels sont les freins rencontrés justifiant donc le retard du virage que chaque territoire est censé prendre pour endiguer le changement climatique et transformer nos systèmes alimentaires?
Je ne sais pas si je sais répondre à votre question, parce qu'elle est très vaste. Et quels sont les freins? Les freins, c'est la réalité des gens tels qu'ils sont. La transition, c'est pas la transition dans l'absolu. C'est des gens qui se décident à la faire, qui comprennent qu'il faut la faire, consacrent les moyens qu'il faut faire pour transitionner, je sais pas comment on dit, pour se transformer. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Tout le monde voit que c'est pas facile. Tout le monde a considéré que faire du bio, c'était bien. La crise économique est arrivée, la consommation de bio, elle a descendu, parce que les gens, ils sont plus envie de manger, ils sont prêts à payer probablement de la nourriture moins vertueuse, on va dire. Bon, après, autant que le bio soit toujours vertueux, et à mon avis, on peut en discuter, mais néanmoins, et on peut en discuter. On est donc voilà, là, les gens, le consommateur, il a probablement assez envie d'aller vers le bio, et puis quand les prix montent, et qu'il a des problèmes de fin de mois, qu'est-ce qu'il fait? Manifestement, il va plus vers le bio. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. C'est quoi la difficulté? C'est l'agriculteur qui a un modèle économique de distribution qui a du mal à changer tout seul. C'est le maire qui se dit je vais faire du circuit court parce qu'il trouve que c'est vachement bien le circuit court. Très bien. Le circuit court, c'est vachement bien si vous êtes à peu près capable de garantir que il va y avoir le dessert dans les écoles des autres. Parce que c'est bien de dire maintenant les pommes on les achète en circuit court et on va faire des pommes et des poires locales parce que quand même en Normandie des pommes et des poires on sait en faire. Ouais, on sait en faire. Mais en circuit court, il faut vraiment qu'on soit certain de pouvoir les fournir au bon moment. Et c'est pas si simple. La vérité, c'est que ça n'est pas si simple. Et d'ailleurs, je pense que vous le voyez bien. Donc, on a essayé, et on a plutôt bien réussi on a essayé d'augmenter la part d'achat local dans les cantines à base. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a énormément de maires qui font ça. On va pas être très original. On a, dans le cadre de la communauté urbaine, essayé de faire en sorte de développer une ceinture verte. On est en train d'essayer de le faire. De développer des nurseries à maraîcher, c'est-à-dire pour qu'ils puissent avoir des terres qui nous appartiennent, pour qu'ils puissent apprendre et développer leur business pendant 2 ou 3 ans avant d'aller s'installer ailleurs. On fait tout ça, mais à la fin de la fin, c'est pas une transition facile. À la fin de la fin, ce que j'observe, c'est que là, on est sur le Pays de Caux, c'est riche le Pays de Caux. Quand on fait du blé sur le Pays de Caux, c'est pas pauvre. Quand on fait du lin sur le Pays de Caux, c'est pas pauvre. Ça marche bien. Malheureusement, il y a plein de gens qui veulent y vivre. Je vois les terrains agricoles mités par des lotissements, par des gens, et donc on demande des routes, et puis on demande des trottoirs, et puis les engrais agricoles passent plus. Et puis vous avez des barrières naturelles qui se font entre les parcelles, et puis du coup, ça devient compliqué d'équilibrer économiquement. Donc l'agriculteur, il se dit, il n'y a plus assez de parcelles, c'est un scandale, ça l'urbain. Et puis quand même, à la fin, quand il part à la retraite, il se dit, je vais vendre mon terrain, parce que ça va me permettre. Et c'est la vie. Je ne dis pas qu'il a tort. Je dis que transformer une société, c'est dur, parce que, en fait, les gens, ils sont comme ils sont. Et donc, vous pourriez imaginer que ça aille vite en leur disant, fais comme ça, mais en fait, c'est dur. Regardez le temps qu'on a mis à faire comprendre des choses, et je parle de les faire comprendre, pas de les transformer dans la réalité. Une forme comment il faut dire, d'adhérence, des comportements, des intérêts, ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Est-ce qu'on va dans le bon sens? J'en suis convaincu. Vraiment. Mais alors, ça prend du temps. Non, ça c'est un peu la question. Parce que moi, je me parlais. Doutez que vous aviez une question. Ouais, j'avais une question. À commencer avec le 2. Alors, les 2 objectifs ambitieux formulés par les métropoles sont l'émergence d'une économie alimentaire de proximité et l'accessibilité alimentaire. Vous disiez bien, on est quand même pour les libertés individuelles. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, l'agriculture a changé, ça veut dire le bonheur et le bien commun en général plutôt que l'intérêt général, je pense. Et les décisions, elles sont quand même prises par l'agriculteur en tant que telle. L'agriculteur, quand même, est influencé par une politique agricole européenne qui se voudrait peut-être être plus libérale et pas tellement toujours en position pour les dynamiques un peu territoriales de chacun, dans chaque pays et dans chaque région. Donc, justement, dans le cadre où c'est la politique agricole européenne qui oriente notre agriculture, pensez-vous que celle-ci favorise
une meilleure résilience alimentaire au sein de notre territoire? Je sais pas répondre. Franchement, l'impact de la politique agricole commune et européenne sur mon territoire en particulier, franchement, je sais pas répondre. Je ne connais pas suffisamment bien le sujet. Voilà. Mais en revanche, je peux vous dire 2 ou 3 choses qui sont intéressantes. Primo, je crois quand même, et vraiment, j'attire votre attention là-dessus, je ne sais pas très populaire ce que je vais dire, mais ça mérite au moins un peu de réflexion. Je pense que c'est pas mauvais de développer les circuits courts. Je pense que imaginer un système où on nourrit l'humanité, ou la France, ou le Havre, exclusivement sur la base de l'agriculture locale et de circuits courts, c'est totalement déraisonnable. Et je me permets de faire remarquer que c'est quand on s'est extrait du caractère systématique de l'agriculture en circuit court et qu'on a développé des échanges liés sur les produits agricoles, on a progressivement permis aux gens d'être plus en sécurité alimentaire. Je dis pas que c'est... Encore une fois, je le mets juste dans votre réflexion parce que ça me paraît du point de vue historique au moins assez incontestable. Après, c'est qu'à Paris, au XIXe siècle, les marchés de Paris arrivaient quand même à alimenter le bassin parisien. Oui, mais enfin, la viande ne venait pas, c'était pas du circuit court. Hein. Oui, mais les vaches dans le pays de Brie, oui. autour même, ouais, la Beauce. Et si on prend un peu, non, pas tellement la Beauce, mais si on va quand même aujourd'hui dans cette politique de libre-échange, on libéralise, on voit quand même qu'aujourd'hui la France est un peu perdante. Parce qu'on a quand même l'impression de plus en plus, par rapport à justement avant, on a quand même gagné cette souveraineté alimentaire, et plus sérieuse. Donc je veux dire, vous prenez quand même aussi un peu forcément le libre-échange et cette sécurité alimentaire qui vient de l'extérieur, mais aujourd'hui, on est quand même plus perdant dans le sens où on entend plus, et en plus ça cause au climat d'aujourd'hui. Alors moi je pense que la vraie question c'est est-ce que on devrait prendre des mesures un peu de protectionnisme? Ah oui. D'abord on en prend, hein. On en prend plein. Hein. Et peut-être qu'il faut en prendre plus, je sais pas. Mais juste je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments. Et encore une fois, j'ai pas la vérité, mais ça mérite d'être au moins pris en compte. Au moins pris en compte. D'abord, il y a une chose qui est une donnée, c'est que l'agriculture française est sur une mauvaise pente. Je parle pas de sa vertu sur la courbe de la transition énergétique. Je parle simplement de son existence. Elle est beaucoup moins exportatrice, beaucoup moins compétitive, c'est pour ça qu'elle est beaucoup moins exportatrice, et elle est en train de prendre la direction que prenait la sidérurgie au début des années 70. Les beaux restes, les très beaux produits. On fait notre excellent commercial sur le pinard, je m'en viens, sur le champagne, sur le cognac, on sait très bien faire. Et si vous regardez sur le reste, on est en train et là je parle juste du point de vue commerce extérieur, quand même, on continue à faire du blé, mais on envoie les veaux grandir en Italie du Nord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que d'autres agricultures, sur des modèles que je ne recommande pas, ont pris la place en Europe de l'agriculture française, et notamment l'agriculture allemande. Comment est-ce que l'agriculture allemande est passée en termes de production et même de contribution à la richesse nationale pour l'Allemagne, devant l'agriculture française pour la France? Avec 3 instruments qui devraient nous faire songer. Non pas du tout parce que je veux les prendre en compte ou les copier. 3 instruments. Premièrement, main-d'œuvre extrêmement peu chère, traitée dans des conditions scandaleuses, biélorusses, ukrainiennes, scandaleuses, polonaises parfois. Main-d'œuvre très très peu chère. Pas de SMIC dans l'agriculture allemande pendant longtemps, et tout récemment on a fait un semblant. Deuxième élément de la compétitivité agricole allemande, l'agriculture allemande sert à produire de l'énergie. Donc on fait la coproduction d'énergie dans tout le système agricole français. Aujourd'hui en France, c'est difficile à mettre en place. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et quoi qu'il arrive,
c'est difficile de faire un complément de revenu sérieux avec de la production d'énergie dans le système agricole français. Et troisième élément clé de la compétitivité agricole allemande, l'intensité. C'est-à-dire que les Allemands ont fait le choix, non pas de se poser la question de savoir si des fermes de 1000 vaches étaient bien, mais de faire des fermes de 3000, 4000, 5000. Et ils ont choisi un concept intensif de la production d'énergie, de travail à bas. Je crois pas que ce soit notre idéal. En fait, c'est pas le mien. Je pense que c'est pas le vôtre, si j'ai bien compris ce qu'on dit. Mais, si vous ajoutez la perte de compétitivité de l'agriculture française à la très très grande question à laquelle personne n'a de réponse, de comment est-ce qu'on remplace l'ensemble des agriculteurs qui partent dans un système économique qui ne permet pas bien de gagner sa vie, bah vous avez un sujet pour l'agriculture française qui me paraît extrêmement angoissant. Extrêmement angoissant. Et je suis pas certain que face à ce sujet qui est existentiel, à mon avis, existentiel, le seul fait de dire développer local, faible intensité, permet d'apporter une réponse pour elle. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. Plutôt par le choix de diminuer les importations, pour privilégier surtout ce qu'on fait chez nous, quoi. Oui, Je pense qu'on a d'autres questions à poser. Oui, on va passer. Non, mais c'est. Donc après, vous avez depuis 150 ans la question de est-ce que c'est l'intérêt des agriculteurs français d'avoir du protectionnisme? Est-ce que c'est l'intérêt du consommateur? Est-ce que c'est l'intérêt du producteur? C'est une question aussi vieille que Méline, c'est-à-dire aussi vieille que les grandes discussions législatives du 19e. Voilà. Je ne sais pas si elles sont tranchées, je ne sais pas si la réalité les a tranchées, mais elles continuent à se poser. C'est une question qu'on se pose aussi dans notre école. Du coup, je vous remercie. Je vous laisse passer à la partie 3 qu'on a intitulée les élus face aux attentes de la société. Je vais passer à Léonore pour introduire la deuxième partie. Donc, dans cette troisième phase d'échange, les thématiques abordées sont doubles, s'agissant de la formation des élus et de l'ouverture à la société. Les transformations sociétales qui doivent et devront être mises en place pour faire face aux enjeux globaux requièrent des connaissances pour les comprendre et des compétences pour agir dans ce sens. D'un autre côté, la transformation de nos systèmes appelle plus que jamais à l'intelligence collective, au débat citoyen et à la sensibilisation de chacun et chacune. Au niveau de la politique territoriale, à l'échelle de la ville et de la métropole, dans quelle mesure les avis des scientifiques et des experts et expertes comme le GIEC ou bien les résultats de rapports comme ceux d'associations de think tanks sont-ils pris en compte et sous quelle forme concrète? Je vais essayer je suis pas sûr de répondre complètement à votre question. Je peux vous dire quelques éléments de réponse. D'abord, dans une démocratie, on ne peut pas présumer, préjuger ou exiger des compétences particulières des élus. Je sais que ça pourrait être tentant, mais c'est un piège. Autrement dit, les élus, ils arrivent avec ce qu'ils sont et avec leur élection. Et parfois, c'est des intellectuels, parfois, c'est pas des intellectuels. Parfois, c'est des vieux, parfois, c'est des jeunes. Parfois, c'est des gens qui ont une expérience pratique, parfois, c'est des gens qui ont une expérience théorique. Parfois, c'est des gens qui sont intéressés par les sujets, parfois, c'est des gens qui ne sont pas intéressés par les sujets. Et on essaie de les choisir au mieux, et c'est difficile. Et eux, ils essaient de se former, et c'est difficile aussi. Et vous ne pouvez pas, et d'ailleurs, vous ne le demandez pas, hein, c'est ce que j'ai bien appelé. Mais c'est une donnée. Dans la démocratie, on ne demande pas un niveau de connaissance ou un niveau de compétence minimal, quel que soit le domaine d'ailleurs. Bon, les gens connaissent les institutions, on ne leur pas s'ils connaissent les institutions. On ne leur demande pas s'ils connaissent le droit, s'ils connaissent l'économie, s'ils connaissent l'écologie, s'ils connaissent l'agriculture. C'est comme ça. Ils viennent comme ils sont, on les choisit comme ils sont, et ils évoluent, et ils apprennent, et ils se forment. Ça, c'est la première chose. Et c'est ça, il faut défendre ça. La deuxième chose, c'est que il y a un énorme effort, qui n'est pas simplement un énorme effort qui pèse sur les épaules des élus, il y a un énorme effort citoyen, élus, citoyens, tout le monde, pour essayer, en toute la mesure du possible, de comprendre le monde dans lequel on vit et de comprendre les contraintes dans lesquelles on vit. Les contraintes physiques sont considérables, les contraintes juridiques ne sont pas totalement négligeables, les contraintes financières, les contraintes politiques, les contraintes humaines, les contraintes.
On peut tout à fait faire une hiérarchie de ces contraintes. À la fin, elles jouent tout un rôle. Et pour comprendre ça, vous avez plein de façons. Vous avez les discussions, les rencontres, vous avez les lectures, vous avez la confrontation, parce que la politique, c'est aussi une confrontation. Et donc, vous rencontrez des gens parce que vous avez une idée, parce que vous avez des projets, et vous voyez des gens qui sont pas d'accord, et ils vous expliquent. Parfois c'est dur, et parfois c'est tendu, mais à la fin de la fin, c'est ça qui est beau dans une démocratie. Il y a quand même quelque chose qui reste des deux côtés. Là, c'est le pari qu'on fait. Et dans mon expérience, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que de cette confrontation, il y a quand même des choses qu'on apprend et qu'on intègre. De cette expérience, il y a des choses qu'on retire, qu'on intègre. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, vous avez des mécanismes pour prendre des décisions. Et quand vous devez prendre des décisions publiques, vous avez des mécanismes qui sont prévus par la loi, qui sont souvent assez nombreux, qui sont souvent assez lourds, et dont je pense qu'ils sont souvent, malheureusement, tellement nombreux et tellement lourds, qu'ils finissent par devenir trop formels et qu'on perd la substance de ce qu'ils permettent de dire. Et ça, c'est vraiment ce que je retiens quand je vois le processus d'enquête publique, le débat public avant un grand projet ou avant une décision. Je vois un processus tellement lourd, tellement formel, qu'à la fin, ouais, vous avez des gens qui disent leur avis favorable ou avis défavorable. Et honnêtement, le débat, il n'a pas été d'une richesse considérable. Ça, je l'ai observé 50 fois et je le regrette. Mais c'est un fait. Et donc, dans tout ce process-là, vous avez des avis, vous avez des opinions, vous avez des avis, vous avez des avis scientifiques, et vous les prenez en compte. Alors, il y a ceux qui veulent les prendre, qui les lisent, il y a ceux qui en lisent des conclusions, il y a ceux qui les remettent en cause. Vous avez toutes les formes de lien avec ces expertises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement est-ce que si le GIEC dit ça, il faut faire ci. D'abord, le GIEC dit rarement ce qu'il faut faire. Il caractérise un risque et il donne des objectifs. Mais dans le détail, c'est pas véritablement opérationnel. Ils ont bien raison, mais c'est pas leur rôle d'être dans l'opération. Et donc, projet par projet, on se pose ces questions. Et il arrive même que sur certains projets, on ait une appréciation des priorités qui soit différente. Vous pouvez trouver, comment est-ce que je voudrais vous dire ça? Je donne par exemple. C'est un truc que je dis souvent, qui choque ceux qui sont pas, ceux qui n'aiment pas du tout et qui pensent que l'énergie nucléaire est une énergie dangereuse, parce qu'elle est, et qu'il faut donc s'en passer, ce que je ne crois pas. Si vous dites que la priorité de rang 1, c'est la décarbonation de l'économie et de la société, parce que l'émission de CO2 est un danger urgent pour la planète, eh ben, je comprends mal, si vraiment c'est ça la priorité numéro 1, je comprends mal ceux qui, au nom d'autre chose qui n'est pas la priorité numéro 1, vous disent oui, mais on va pas décarboner complètement la production d'énergie. Je trouve que ça ne boucle pas bien, vous voyez. Et je vois pas beaucoup de mécanismes satisfaisants pour faire le départ entre ce que je disais au début, les priorités environnementales concurrentes. Je donne un autre exemple. Il y a des gens qui me disent, au Havre, c'est scandaleux, vous construisez des tours. Et les tours, c'est du béton. Et plus vous construisez haut, plus vous utilisez du béton. Et le béton, c'est du CO2. Et donc, quand vous construisez des tours, en réalité, et que vous faites de la densité de centre-ville, vous vous posez sur des ascenseurs, donc sur de l'énergie, vous vous posez sur l'utilisation plus massive de béton au mètre carré construit que si vous construisiez une maison. Donc, vous êtes anti-écologique. Ouais. Mais moi, mon sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter de densifier à l'extérieur de la ville. Et je ne sais pas faire la dédensification à l'extérieur de la ville si je ne fais pas la densification à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui est, entre guillemets, le plus vertueux? Qu'est-ce qui est le plus écolo? Pour le parler un peu initialement. Garantir qu'on interdit le développement de lotissement sur des terres agricoles, sur des petits espaces naturels, parce qu'on pense que le mètre carré conservé l'espace naturel, il a une valeur supérieure au mètre carré en surface de béton à l'intérieur de la ville. Là, j'ai jamais vu, dans mes oppositions locales, des gens qui avaient un discours convaincant là-dessus. Tout se passe comme si
la priorité de quelqu'un était forcément la bonne. C'est pas comme ça que ça se fait un choix collectif. Parce que je pense que c'est plus important, que c'est plus important. Et d'ailleurs, en réaction à ça, pour permettre d'apporter un fruit à ce débat-là, on sait que la métropole de Rouen a réalisé un GIEC local afin d'avoir des résultats plus spécifiques à son territoire. La région Normandie a également fait le sien. Est-ce que l'initiative pourrait vous plaire pour la ville du Havre? Pensez-vous que ça pourrait être une bonne idée afin d'aiguiller les politiques locales? Je crois que c'est une dernière question avant la conclusion, parce que le temps file un peu vite. Je sais pas. Je sais qu'il y a un GIEC normand et que il n'y a pas très longtemps dans la conférence des maires de la communauté urbaine fait venir un certain nombre de gens qui participent, justement pour qu'ils nous parlent du ZAN, pour qu'ils nous parlent de la consommation. Et on le fait dans la conférence des maires parce que je pense que 54 maires qui font la communauté urbaine, c'est la bonne assemblée pour discuter de ces sujets. Mais on n'a pas décidé de faire un GIEC à vrai. Il faudrait, j'en sais rien. C'est pas des vies fonctionnelles. Ok. Merci. Voilà. Allez-y, si on a encore une. Oui, j'aurais une question. C'est la dernière. Pour continuer sur cette thématique. Quelle est votre place en tant qu'élu local dans la transition? Quelles sont les marges de manœuvre financières ou politiques à votre disposition? Et sentez-vous le poids de vos actions ou de vos non-actions sur les questions climatiques? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question pour terminer, puis ça va être rapide. Non, c'est difficile. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que il n'y a pas de système politique, quel qu'il soit dans une démocratie, mais je crois dans les autres, où les décisions ne s'effectuent pas sous contrainte. Et que aussi longtemps qu'on refuse de prendre les contraintes en compte, et toutes les contraintes, quelle que soit leur nature, on fait de la théorie, on ne fait pas de la politique. Chaque décision est soumise à un ensemble de contraintes. Ce ne sont pas simplement le fait qu'il y a des gens qui en compte. Ce sont des contraintes juridiques, budgétaires, financières, juridiques, économiques, climatiques, physiques. Donc, si votre question, c'est que j'ai beaucoup de marges de manœuvre que je voudrais faire ce que je veux, la réponse est évidemment non. Non, non et non. Et je dirais même que la réponse ne sera jamais oui. Il y aura toujours des contraintes qui font que c'est compliqué. La deuxième chose que je peux dire, c'est que je pense que les maires sont plutôt mieux équipés que beaucoup de collectivités locales, municipales, sont plutôt mieux équipées que d'autres pour mettre en place des mesures, y compris des mesures difficiles, parce qu'elles sont plus proches, et parce que c'est plus facile de voir rapidement les effets de leurs mesures. C'est plus facile pour le commune que ça n'est pour l'État, je crois. La troisième chose que je peux dire, c'est que je suis absolument certain que ce qu'on fait a un impact. Je fais, et je vous assure, je ne dis pas ça pour faire le mariole. L'histoire du réseau de chaleur qu'on fait au Havre, qui est totalement anti-spectaculaire. C'est totalement pas spectaculaire. Et c'est totalement déterminant. Est un bon exemple. Je pense qu'à la fin 2026, sur le mandat 2020-2026 que je fais, je pense qu'on aura dans cette ville qualifiée de Stalingrad-sur-Mer planté probablement plus de 13 000 arbres. Et on en avait planté de l'ordre de 5 à 6 000 dans le mandat précédent et de l'ordre de 6 à 8 000 dans le mandat précédent. Donc je sais que je fais ça. Je sais que je fais je sais que je fais de l'électrification, des transports, de lignes de tramway. Je suis pas le seul, il y a plein de villes en France où on le fait. Donc, de lignes de tramway. Vous prenez tout le monde de pleine face quand vous faites des lignes de tramway. Pas pour rien qu'il y a une théorie politique qui dit, si vous n'avez pas terminé les travaux du tramway pendant les élections, vous les perdez. Une fois que c'est fait, tout le monde est bon. Tout le monde est bon. La première ligne de travaux que j'ai fait, commencé en 2010, les travaux, je l'ai énuméré en 2010. Mon prédécesseur avait fait pareil truc, moi j'étais d'accord avec lui. Il a démissionné en octobre, je suis venu en octobre, les travaux ont commencé en septembre. Pendant 2 ans, je suis engueulé partout en ville, par tout le monde, et défendu par personne. Il n'y a pas un membre de l'opposition écolo qui a dit ouais c'est bien le transport, le report modal dans le transport en commun, c'est vraiment bien. Bah non, là tu penses
Ouais, bien sûr que c'est bien, mais vous pourriez faire comme ci, mais vous pourriez faire comme ça. Alors, c'est le jeu, c'est comme ça. Je suis fait engueuler pendant 2 ans par tout le monde. Dès que je sortais dans la... Le tramway a commencé à fonctionner le 12 décembre 2012. Le 13 décembre 2012, je ne me suis plus jamais fait engueuler dans le tramway. 10 ans après, je construis une nouvelle ligne et je me fais engueuler par tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne va pas partout. Et maintenant, c'est les autres qui vont. Les gens, le tramway ne vient pas chez eux, donc je me fais engueuler. Ça, c'est les contrats. C'est pas très grave. Mais l'électrification, les arbres, c'est-à-dire la renaturation, vous avez parlé de Dolmar, qui est le nettoyage du bas de la falaise. Vous auriez pu dire qu'à Dolmar, sur la falaise, on faisait un projet total de renaturation. C'est-à-dire que là où il y avait, pendant des années, des décharges qui s'étaient aussi un peu installées, des constructions illégales, souvent très populaires et plutôt sympathiques, dans une ville qui est très très populaire, eh ben, on a pris un projet de renaturation complète. On va remettre la nature sur ce plateau de Dolmar, en même temps qu'on nettoie en bas du plateau de Dolmar. Tout ça, je suis assez fier. Tout ça, je trouve que ça fait une marque, l'électrification des quais. Voilà, tout ça, je suis assez fier. Je vous en donne un autre exemple. Pas spectaculaire, mais dont je suis extrêmement fier. Vous parliez de sobriété. Entre 2012 et 2022, les investissements et la transformation qu'on a fait dans notre parc immobilier, dans notre parc scolaire, ont permis de réduire les consommations de 30% s'agissant de l'énergie et de 38% s'agissant de l'eau. J'arrive. Je sais que je suis en retard, j'arrive. Merci Alexandre, j'arrive. 30% pour l'énergie, 38% pour l'eau. C'est pas du tout spectaculaire. Mais c'est important. Je considère qu'en faisant ça, on a bien fait. Et je me permets de dire que je le fais juste par provocation, parce que vous avez commencé fort, donc j'ai envie de terminer assez fort. Je pense que c'est plus important de créer un GIEC local. On en parle. Je pense que c'est au moins ancien. On va dire comme ça. Au moins ancien. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va du coup s'arrêter là. Merci. On aurait évidemment tous voulu réagir sur plein de choses, je pense. Mais malheureusement, voilà, le temps est contraint. Merci pour le temps que vous nous avez accordé.